Bonsoir, bonjour, bon après-midi, bienvenue. Mon nom est Catherine Papas et je travaille avec Alternative, une organisation de solidarité internationale à Montréal. Ce soir, la présentation aura lieu en anglais. Je vous invite donc à appuyer sur le bouton interprétation pour choisir la langue dans laquelle vous souhaitez suivre le webinaire. Vous pouvez également choisir de mettre en sourdine l'original pour mieux entendre la traduction. Good evening, good morning. Bonsoir, bonjour et bon après-midi. À part les problèmes techniques et le manque de contact humain que nous commençons à souhaiter aujourd'hui, les plateformes virtuelles ont l'avantage de nous permettre d'organiser des événements comme celui-ci et de vous rejoindre sur différents fuseaux horaires. La rencontre de ce soir est le premier d'une série de 4 webinaires. Elle se fera en anglais. Vous pouvez choisir le canal de l'interprétation en cliquant sur l'icône interprétation au bas de l'écran. Je veux d'abord reconnaître que la diffusion de ce webinaire se fait sur des terres autochtones non cédées, la Kanien'kehá:ka, la nation Kanien'kehá:ka est la gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Totiake Montréal est un lieu de rassemblement traditionnel pour plusieurs nations autochtones. Aujourd'hui, elle héberge une population diverse d'Autochtones et d'autres peuples. Je m'appelle Catherine Papas, je travaille pour Alternative, une organisation de solidarité internationale ici à Montréal. Fondée en 1994, la mission d'Alternative est de contribuer à la construction d'un monde où la justice sociale et les droits peuvent prévaloir, que ces droits soient politiques, sociaux, culturels, économiques ou environnementaux. Le 3 novembre, si les élections américaines ont bien lieu, le monde entier va retenir son souffle. Le résultat de ces élections aura une influence non seulement sur la politique américaine pour les prochaines années, mais influencera aussi l'ordre mondial et la paix internationale. Ces dernières années, nous avons vu Trump désactiver les institutions démocratiques, saper le système judiciaire, abuser sans cesse du pouvoir présidentiel, violer les droits des groupes minoritaires et des femmes, utiliser une force militaire sans précédent contre des manifestants et continuer de creuser les disparités raciales dans le pays. De plus, ces derniers mois, sa gestion catastrophique de la COVID-19 a fait des centaines de milliers de morts. Et ces chiffres continuent d'augmenter. Le résultat de ces élections historiques aux États-Unis nous préoccupe toutes et tous. Mais les questions que nous aborderons au cours des 4 prochains webinaires n'intéressent pas que les États-Unis. La lutte contre le racisme et la violence systémique et le message d'autonomisation véhiculé par Black Lives Matter trouvent un écho dans de nombreux pays du monde. Le cri de ralliement contre le racisme et la violence systémique déclenché par la mort tragique de George Floyd trouve un écho en France avec les assassinats d'Adama Traoré, Lamine Dieng et Amadou Kaoumé, et au Québec et au Canada également. Souvenons-nous de Régis Korchinski-Paquet, André Campbell, Machouar Madout, Rodney Levy et d'autres personnes noires, autochtones et de couleur tuées par la police. Plus récemment, la tragédie de Joyce Echaquan, autochtone, mère de 7 enfants, qui est morte et membre de la nation Atikamekw de Manawan et qui est morte dans des circonstances épouvantables dans un hôpital de Joliette, est un autre exemple du racisme auquel sont confrontés de nombreux autochtones lorsqu'ils accèdent aux services de santé au Québec et au Canada. Aujourd'hui encore, le racisme systémique nourrit, tolère et approfondit les inégalités de classe et de race. Le mouvement, c'est une autre pandémie. Le mouvement pour la justice raciale ne concerne pas seulement les États-Unis, il trouve un écho partout dans le monde. Black Lives Matter porte une lutte contre le passé colonial qui n'est pas vraiment passé et tout un système d'oppression qui doit être démantelé. La première étape, cependant, est de reconnaître que le racisme systémique existe encore aux États-Unis et ailleurs. Et c'est seulement à partir de cette prise de conscience que des mesures réelles et efficaces pourront être prises pour le réparer et y mettre fin. Je tiens à remercier Global Dialogue et son équipe pour leur soutien dans la réalisation de ce programme de webinaire, ainsi que nos autres partenaires, les Amis du monde diplomatique, la plateforme altermondialiste, le Comité altermondialiste de Québec solidaire et Europe solidaire sans frontières, ainsi que mes collègues alternatives. Nos remerciements à notre interprète, Albert Baudry, et à nos invités de ce soir. Doua El Mardi, qui animera la session. Doua est organisatrice communautaire et elle a été membre d'Atlas Score et de Global Changemakers, passionnée par la transformation sociale à travers l'art, l'éducation et la défense des droits.
Elle travaille actuellement comme coordonnatrice à la sensibilisation et l'engagement pour le développement durable à Concordia. Elle est également étudiante au programme de développement économique communautaire de l'Université Concordia et est affiliée au collectif des droits de la personne Sudanese Archives. Et notre conférencier, Anthony DiMaggio, maître de conférences en sciences politiques à l'Université Lehigh. Anthony a écrit pour de nombreux médias progressistes tels que Counterpunch, Truth House, ZNet, Z Magazine, Alternate, Common Dreams et Salon. Il est l'auteur de 6 livres, dont le plus récent est Rebellion in America, ainsi que Selling More, Selling Hope et The Politics of Persuasion. Merci à tous, à toutes d'être ici ce soir. Il y aura une période de questions et réponses après la présentation. Vous pouvez utiliser le chat dans le Zoom au bas de votre écran ou Facebook pour envoyer vos questions en anglais ou en français et nous les communiquerons à la modératrice. Bon webinaire et je passe la parole à Doua. Merci Catherine. Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes très heureux d'être ici en conversation avec Anthony DiMaggio et nous avons beaucoup de matière à couvrir aujourd'hui. Alors nous allons commencer tout de suite. Alors d'abord, je voudrais vous remercier de m'inviter. C'est une occasion formidable de parler d'un moment très important de l'histoire des États-Unis et de ce que nous aurons à présenter au monde comme visage sous peu. Très bien. Nous allons commencer par ce qui se passe maintenant, les événements de la semaine dernière. Donc, la surprise d'octobre, si vous voulez. Le fait que le président Trump a reçu un test positif au coronavirus ainsi que son épouse Melania, ses proches conseillers comme Hope Hicks et plusieurs membres de son équipe comme Kayleigh McEnany et Stephen Miller. Cela dit beaucoup de la négligence de Trump, de l'état de la transparence de l'information et de la démocratie. Depuis le début de la pandémie, Trump a fait le contraire de ce que les professionnels de la santé recommandaient aux Américains, le port du masque, par exemple, garder les distanciations sociales. D'après vous, Anthony, est-ce que la maladie du président est un choc qui pourrait compromettre ses chances d'être élu ou est-ce qu'il va utiliser cet incident pour minimiser le risque du virus et pour discréditer le processus électoral? Et quel impact est-ce que cela aura sur la course à la présidence? Ce sont de très bonnes questions. Pour ce qui est du choc, je dirais la seule chose qui soit choquant, c'est que ça lui ait pris autant de temps à attraper la maladie, alors qu'il prenait si peu de précautions. Une maladie qui est très contagieuse, c'est vraiment le seul choc. Mais si nous pensons à l'élection, une chose qui devient claire, c'est de voir à quel point ses partisans sont résilients et continuent de l'appuyer. Comme il a dit lui-même, je pourrais abattre quelqu'un sur la 5e avenue et je ne perdrai pas un seul vote. Je pense qu'il se trompe. Non, alors, il parle beaucoup de fake news, d'infox. Et bien sûr, tous ces partisans donc rejettent les nouvelles négatives comme de l'infox. Mais moi, j'enseigne la politique aux États-Unis à différents niveaux et je suis d'assez près les élections et il me semble que ce qui est arrivé au cours de la dernière semaine, donc, lui a fait perdre peut-être 2 points dans les sondages par rapport à la situation. Donc, alors si on regarde donc les synthèses des différents sondages, c'est pas très bien avant. Maintenant, ça va un peu moins bien. Il était à 7 ou 8 points de Biden et maintenant, il est à 10 points de Biden. Et si vous regardez certains États, là, par exemple, mon État de la Pennsylvanie ou le Michigan, le Wisconsin, ce sont des États qui ont voté Trump en 2016, mais qui semblent assez faibles pour lui maintenant. Alors, des États comme dans l'Ohio, donc, il a baissé en Floride aussi. Alors, si vous regardez, donc, il semble pas, il faudrait pratiquement un événement extraordinaire pour changer la tendance. Ce que nous voyons maintenant, c'est qu'il essaie de toutes les façons de miner l'intégrité du processus électoral. Nous avons vu des
reportage. Il voudrait convaincre les législateurs des États de lui donner tous les votes du collège électoral de leur État. Donc, en évoquant la fraude, il voudrait que la Cour suprême rejette le vote populaire dans les États pivots. Alors, alors donc, en fait, il parle d'observateurs pour les bureaux de scrutin. Là, c'est un peu comme une forme de miliciens et de vigilantes. Donc, alors, ces miliciens donc, sont censés intervenir s'il y a une injustice. Or, il n'y a pas d'injustice ici. Nous parlons de personnes qui veulent aller voter, exercer leurs droits démocratiques. Et, là, lui, il fait appel à ces prétendus observateurs du scrutin. Ils vont au contraire harceler les personnes de couleur et les électeurs pauvres. Alors, ils parlent de Philadelphie comme un endroit où il y a une fraude électorale scandaleuse. Mais alors, ce genre de choses, c'est pas simplement des sales trucs, c'est comme une sorte d'autoritarisme militaire. En fait, ce sont des tactiques quasi fascistes. Et si nous voyons, le pays est très divisé, mais il y a de plus en plus de gens qui sont fatigués de ces façons de faire. En particulier, quand il a eu la COVID, 60% des Américains ont répondu qu'il avait tort de dire qu'il ne fallait pas craindre un virus meurtrier comme la COVID. Et donc, 60% des gens ont dit qu'ils ne prenaient pas suffisamment de précautions et qu'il avait très mal géré toute la pandémie. Donc, il y a peut-être 40% ou 43% qui semblent s'accrocher à lui à tout prix, mais les 60% qui restent donc, peuvent ne pas l'aimer ou sont en désaccord. Ils sont parfois même, ils le haïssent même des fois. Alors, je pense que les tendances sont assez claires contre Donald Trump à ce moment-ci. Vous avez raison, certainement. Et cette année a été une année très importante pour les États-Unis. Les États-Unis ont fait face à leur crise la plus grave de l'histoire récente. 20% des décès dans le monde dus au coronavirus ont lieu aux États-Unis, ce qui représente plus de 210 000 morts et 7 millions de personnes ont été infectées. Et de manière disproportionnée, ces personnes contaminées sont des Noirs, des Latinos, des Autochtones et des immigrants. Quelle serait la plus grave erreur de l'administration Trump face à la pandémie et qu'est-ce qui distingue les États-Unis des autres pays à cet égard? C'est une bonne question. Bien sûr, nous aimerions parler, nous, d'erreur, mais le problème, c'est que le président, lui, ne parle pas d'erreur. Encore hier, il a eu donc un festival Twitter pour parler de coups fictifs ou factieux qui auraient été organisés par Biden, Obama et Hillary Clinton. Il n'y a absolument aucun élément probant. Donc. Mais lui, il parle de coup d'État. Donc, alors, les preuves qu'il donne ne sont pas des preuves. Il cite le site de sa propre campagne qui sont inspirés par des théories du complot. Enfin, ce que j'essaie de dire, c'est que, bon, une personne en bonne santé dirait regardez toutes les erreurs qu'a fait l'administration Trump, mais eux ne font pas les choses comme ça. Ils ont une autre vision du monde. Ce président est le premier théoricien du complot qui a été élu à la présidence. C'est quand même étrange quand vous avez un président qui dit sur Twitter que ses ennemis sont des criminels, qui planifient un coup d'État qui devrait être jetés en prison sans aucune preuve. Ce n'est pas seulement de la paranoïa, c'est là une approche tout à fait vicieuse. Ce président ne voit pas ce qu'il a fait comme une erreur. Non, il n'accepte aucune responsabilité pour cela. Il a une philosophie, c'est chacun pour soi, c'est ce qu'il dit. Et c'est la politique qu'il applique aussi. Les gens qui ont assez de ressources pourront bien s'en sortir dans cette pandémie.
J'irais jusqu'à dire que je ne veux pas donc donner l'impression que, il s'agit d'un complot parce qu'il parle ouvertement. C'est un peu comme un échec planifié, non pas dans ce sens qu'il dirait: «Je veux que le plus grand nombre possible de personnes meurent», non, mais il dit des choses qui laissent entendre que cela correspond à son idéologie. Il a, renoncé à exercer le leadership le plus fondamental. C'est une tendance donc du parti républicain qui dit que, c'est un monde de la, concurrence, sauvage. Alors, tant pis donc pour les groupes désavantagés, eh bien, c'est la survivance du plus apte. C'est comme le darwinisme social, hein. Au fond, c'est pas réel parce que dès qu'il y a une société qui a des problèmes, alors tout de suite, on va à leur rescousse et on est prêt à mettre des milliards de dollars pour les secourir. Mais c'est incroyable de voir combien d'Américains ignorent ce qu'il dit parce qu'ils l'appuient comme républicain et ne tiennent pas compte de ce qu'il dit. Il dit que quand le coronavirus a commencé, donc il a dit: «C'est au gouverneur de s'en charger, ça n'est pas ma responsabilité». Donc je suis là tout au plus pour l'appuyer et il a été condamné par des gouverneurs. On n'a pas besoin donc de quart arrière dans les estrades, on a besoin d'un vrai Tom Brady sur le terrain. Mais en fait, il a abdiqué ses responsabilités. D'ailleurs, ils avaient dit avant la COVID-19, donc ils ont pratiquement brûlé le manuel de Obama sur la gestion des épidémies. Ils ont coupé les subventions au CDC et ils devaient avoir donc une équipe qui devait travailler en collaboration avec d'autres pays pour combattre les pandémies. Mais il devait y avoir normalement un budget pour la CDC qu'ils ont coupé de 1,3 milliard de dollars. Donc, ce n'est pas leur responsabilité, disent-ils. Et bien sûr, ils sont critiqués dans la presse. Et alors, ils ont un peu corrigé le tir, mais ils n'ont pas fait grand-chose. Donc, les fournitures d'équipements de protection individuelle ont été pillées et ils ont dit aux États, finalement, débrouillez-vous. Et ensuite, ils ont même acheté de l'équipement donc en concurrence avec leurs États. Et certains États ne pouvaient pas avoir de matériel parce que le fédéral faisait de la surenchère. Donc, il a dit au gouverneur, donc, si vous n'êtes pas sympathique avec moi, je ne vous donnerai pas d'équipement. Alors, l'administration avait une liste de VIP donc, qui leur permettait d'avoir accès à des matériels de protection. Donc, il y a tout un jeu de clientélisme et de patronage. Ils ne s'inquiètent pas du citoyen moyen. Encore une fois, c'est une sorte de darwinisme social ou finalement une forme de plutocratie. Parce que les riches, on peut toujours les aider, mais aux autres, ils n'ont qu'à se débrouiller. C'est difficile d'ignorer tout cela. Vous avez parlé de ce discours, donc chacun pour soi, et si vous avez ce qu'il faut, vous pourrez bien vous débrouiller. Alors, je pense que ça nous amène à un sujet très important aux États-Unis. En plus de l'impact qu'a eu la pandémie sur les populations noires de couleur, bien, les soulèvements de cette année mettent en lumière le problème du racisme structurel aux États-Unis et l'injustice raciale. Ce sont des soulèvements d'une ampleur sans précédent et Breonna Taylor, Jacob Blake, George Floyd sont les tragédies qu'ils ont subies et les exemples de racisme systémique semblent arriver à un tournant. Qu'est-ce qui a changé avec ces assassinats de la part de la police et ce qui distingue ces dernières manifestations? Non, depuis 3 ans,
j'étudie ces questions-là et mon livre, malheureusement, est paru comme quelques mois avant cette nouvelle vague de Black Lives Matter. Donc, j'ai quand même euh, étudié les différences entre les différentes vagues de protestation de Black Lives Matter. Nous pouvons penser à Ferguson en 2014, les protestations à Chicago après le meurtre de McDonald, Freddie Gray à Baltimore et plusieurs autres. Alors, qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? Voici ce que j'ai pu trouver là-dessus. Bon, j'ai passé comme 20 ans de ma vie en première ligne des mouvements de protestation les plus progressistes. Et c'est la première fois, donc, dans les derniers mois, depuis la mort de George Floyd, que j'étais peu en retraite. J'avais eu, donc, j'ai eu des problèmes de santé. Et donc, alors, j'ai des contacts avec mes collègues et mes amis qui, eux, ont été directement sur le terrain, mais c'est la première fois que j'étais plutôt sur la ligne de côté, mais j'ai quand même recueilli beaucoup d'informations en parlant à mes contacts et sur la base de l'expérience antérieure que j'ai eue avec les manifestations de Black Lives Matter, j'ai pu comparer un peu ce que mes contacts m'ont dit et ce que j'avais pu observer dans les vagues précédentes. Et voici ce que nous savons. Ce qui est différent, c'est que les choses ont progressé avec le temps. Si vous pensez à ce que les gens disaient aux États-Unis en 2010 ou autour de 2015, à comparer aujourd'hui, il y a eu une hausse croissante de l'appui aux groupes de couleurs qui dénonçaient le profilage racial et la brutalité policière. Et ça atteint un sommet en 2020. En 2013, par exemple, il n'y avait que le tiers des Américains, d'après les sondages de CBS, qui disaient que les relations raciales aux États-Unis étaient malsaines. Cette année, c'est deux fois cela. C'est autour de 61%. Les gens reconnaissent, en d'autres mots, que la situation est mauvaise. Elle a toujours été mauvaise, mais les gens finalement le reconnaissent et qu'il y a quelque chose de systématique qui se passe. Et c'est une grosse différence en moins de 10 ans. Donc, on parle de 7 ans, en fait. Les gens reconnaissent les inégalités structurelles fondées sur la race. Et là, les gens en prennent davantage conscience. C'est le même sondage de CBS quand on demandait aux Américains est-ce que les Blancs ont une meilleure chance de réussir aux États-Unis, il n'y avait que 32% qui disaient oui. Il y avait une sorte de déni collectif de cette question. En 2020, c'est 52%. Donc, la société est encore très clivée, très polarisée, mais il y a quand même une majorité qui est prête à reconnaître cette situation. Et ce n'est pas quelque chose que les Américains étaient disposés à faire auparavant. Alors, ce que les gens pensent de Black Lives Matter, par exemple, en 2015, 37% des Américains les voyaient de façon favorable. Ce n'était pas un appui de la majorité. Cette année, c'est plus de 50%. Il y a eu même une période, donc, au sommet des prestations, maintenant 51% maintenant, mais ça atteint jusqu'à 60 ou 65% d'appui. Donc, nous pouvons dire qu'une majorité d'Américains, donc près des deux tiers, qui disent qu'ils ont une opinion favorable de ces manifestants. Alors, on peut dire que c'est devenu donc l'opinion dominante. Il a fallu beaucoup d'efforts. Alors, bon, le président Trump et d'autres réactionnaires ont voulu présenter ce mouvement comme des gens qui haïssent les Blancs, comme des terroristes, comme des miliciens violents. Mais 93% de ces manifestations ont été non violentes. Il n'y a eu que quelques cas donc, de violence ou d'émeutes ou de pillage. Donc, c'est un faux récit. Et la plupart des Américains le reconnaissent. Ils comprennent qu'il s'agit de droits civiques et non pas de vandalisme ou de violence. C'est un changement important. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui peuvent être déprimantes si vous vivez aux États-Unis ou que si vous regardez de l'extérieur ce qui se passe aux États-Unis. Mais ça n'est pas déprimant. Au contraire, c'est plutôt réjouissant le fait que ce mouvement a réussi à se faire reconnaître comme une opinion largement reconnue. Et c'est une grande différence par rapport aux années précédentes.
Effectivement, c'est un côté positif à reconnaître. Et on voit que les conversations que ces événements ont suscitées se tiennent partout dans le monde, en Europe et dans différentes parties du monde. Alors, ce sont des conversations qu'on a maintenant. Je suis d'accord avec vous, c'est certainement un côté positif parce qu'il y a beaucoup plus de solidarité venant d'autres mouvements pour appuyer Black Lives Matter. Mais peut-être pourriez-vous nous parler davantage maintenant que nous voyons la différence, peut-être pourrions-nous parler du racisme systémique lui-même. À quoi faisons-nous face? Quels sont les problèmes de racisme systémique qui se posent devant nous? Et est-ce que nous assistons à un effondrement de la société? Alors, bien sûr, c'est le côté négatif. Non, je ne pense pas. Je pense que les États-Unis, donc on peut voir la classe dominante sur le plan politique, donc néolibéral, et vous avez des gens qui sont très réactionnaires. Et les réactionnaires ont contrôlé par rapport aux politiciens plus centristes comme l'était l'administration Obama. Mais là, nous avons une administration qui est réactionnaire. Elle n'est pas conservatrice comme pouvait l'être Reagan ou George W. Bush, par exemple, même s'ils étaient très à droite. Mais ce groupe est maintenant réactionnaire et il gouverne non seulement à partir du néolibéralisme, mais ils sont cruel dans le premier débat. Donc, vous avez entendu Donald Trump hurler la loi et l'ordre. Alors, même si Biden est plutôt modéré, en fait, l'autre criait. Donc, alors, on a dénoncé cette situation. Le néolibéralisme est devenu une sorte de néofascisme. Ça fait partie du système. Vous voyez des manifestations extrêmes avec le Trumpisme. C'est l'idée que si vous êtes pauvre, si vous êtes une personne de couleur, si vous êtes un pauvre noir, si vous êtes malade, quelqu'un qui est malade physiquement, ben vous êtes un perdant dans la société. Et donc, toute cette idée-là qu'il puisse être envoyé à l'hôpital, il ne voulait surtout pas avoir l'air d'être malade et d'avoir l'air faible. Il aurait l'air d'être perdant. Alors ça, c'est cette culture profondément réactionnaire. Ça signifie que ce président essaie de projeter ce qu'il tient pour une image de force. Mais si je ne porte pas de masque, je suis un vrai macho. Je n'ai pas peur du coronavirus. Alors, pensez que le pays prend ça sérieusement. Écoutez, ça n'est pas que du théâtre. Il y a des gens qui prennent ça au sérieux. Alors, il suffit d'avoir un certain nombre de personnes qui ne veulent pas pratiquer la distance sociale et porter un masque et ça devient un danger pour tout le monde avec la contagion d'un virus qui est 5 ou 10 fois plus létal que la grippe saisonnière. Ah, c'est certainement un des grands défis aux États-Unis, c'est que nous avons une culture qui est très polarisée. Mais je ne peux pas dire ça à tout le monde, mais il y a un segment de la population américaine, peut-être entre 33 et 40 de la population, qui est très réactionnaire. Elles disent que les études avancées sont mauvais. Donc, jusqu'à 16% des républicains disent ça. Alors, le tiers vont dire dans les sondages qu'ils sont indifférents à la recherche médicale ou même qu'ils ont une idée négative de la recherche médicale. Même les gens qui ne sont pas hostiles à la science ne savent pas donc ce que font les scientifiques et ils le disent ouvertement. Alors, il y a des Américains qui pensent que les scientifiques sont malhonnêtes. Alors, vous avez là une situation où beaucoup d'Américains vivent dans un univers parallèle par rapport au reste du pays. Bon, ils reçoivent leurs indications sans doute des Twitter de Trump. Ils ont peu d'informations, ils n'ont pas la littératie voulue pour pouvoir distinguer ce qui est une source de nouvelles qui est fiable ou ce qui est inspiré par des théories du complot. Ils méprisent les chercheurs en médecine. Et bien sûr,
C'est pas que les gens disent je méprise donc les preuves scientifiques, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'une preuve scientifique. Au fond, c'est un problème malheureusement de défaut d'éducation. Le pays est profondément polarisé. Il y a une portion importante du peuple américain. Alors, un exemple, donc, c'est Rush Limbaugh. Rush Limbaugh a dit qu'il y a quatre points de tromperie donc, aux États-Unis, et c'est un des hommes les plus écoutés. Alors, les sources de déception aux États-Unis sont le gouvernement, les médias, l'université et la science. Donc, pensez-y bien. Donc, un des commentateurs les plus écoutés donc, aux États-Unis, Rush Limbaugh, donc, un commentateur de droite, dit que l'une des sources de tromperie et de fraude aux États-Unis, c'est la science. C'est quelque chose qui devrait amener les gens à s'éveiller parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont victimes de ce genre d'idées. Vous avez parlé de la désinformation, mais j'aimerais peut-être revenir au premier mandat de l'administration Trump. Quels sont peut-être les mensonges, les conflits d'intérêts, les gaffes, par exemple les politiques brutales anti-immigration, on a séparé les enfants de leurs parents. Donc, quand on a interdit l'entrée des musulmans, donc, moi, je suis moi-même du Soudan, j'étais l'un des pays qui avait été noté et j'étais à l'aéroport cette semaine-là et confusion terrible à l'aéroport. Il y a des gens qui étaient repoussés, qui avaient un statut de résident permanent. C'était le chaos et brutal. Pouvez-vous nous parler de ces politiques? Et est-ce qu'il sera possible de renverser l'impact qu'ont déjà ces politiques? Ça va être beaucoup plus difficile si nous avons 4 années de Trump encore, parce que nous pouvons commencer à corriger ces injustices si nous avons un nouveau leadership et que je ne suis pas moi un partisan fini de Joe Biden. Je ne me considère ni républicain ni démocrate, mais je pense que n'importe qui, sauf n'importe qui peut être meilleur que ce président. Et au moins, l'équipe de Biden ont montré qu'ils sont disposés à corriger certains des problèmes dénoncés par les manifestants. On peut penser par exemple à la crise climatique. Alors, ce n'est pas pour dire que Joe Biden est quelqu'un à qui on puisse faire confiance, mais c'est quelqu'un qui peut être influencé par les manifestations populaires. Non, c'est important d'y réfléchir parce que pendant le premier mandat de Trump, une chose dont j'étais fier, c'est qu'avec les manifestations anti-Trump, j'ai participé à plusieurs d'entre elles dans la vallée de Lehigh. Il y a eu des manifestations aussi à mon université aussi pour appuyer les DACA et contre les expulsions de musulmans. Et j'étais fier de voir donc les professeurs, les étudiants et aussi la population de la vallée en général. Mais on pensait qu'il fallait subir 4 années de ce président avant de pouvoir espérer un changement. C'est ce qui était un peu déprimant. Mais après la première année, plusieurs de ces manifestations se sont apaisées parce que tout le monde pensait qu'il y avait encore 3 ans donc, à faire et ils n'écoutaient absolument rien de ce que les manifestants avaient à dire. Alors, si vous me demandez quelles sont les plus graves tâches de cette administration, mais je dirais d'abord que c'est le fait de se retirer de l'accord de Paris. Ça, c'est une menace existentielle à l'humanité et plusieurs espèces sont menacées. Donc, alors, si on ne s'attaque pas à cette question très rapidement, mais on risque une véritable calamité, une dévastation. Un autre aspect important, comme vous l'avez dit, c'est les politiques d'immigration. On a pris l'argent des contribuables pour essayer de construire son mur
les centres de détention qui sont détruits dans les grands médias, pratiquement comme des camps de concentration, et à juste titre. Il y avait là un manque de conditions sanitaires. Donc, on leur servait des aliments qui passaient donc la date de fraîcheur, pas d'accès facile aux soins médicaux, des conditions aussi de malpropreté, et la séparation sadique entre parents et enfants. Donc ça et le retrait de l'accord de Paris sont les deux tâches les plus graves sur cette administration. Et c'est important aussi de voir cette espèce de changement culturel. Si on voit la façon dont nous parlons maintenant des problèmes de race, d'immigration, bien, vous avez un président qui est pratiquement un suprémaciste blanc en secret. Donc, il a appuyé la façon de parler des suprémacistes blancs, des nationalistes blancs, et depuis plusieurs années. Et il essaie de faire entrer cette rhétorique dans le langage dominant. Sa façon de parler des personnes de couleur, des musulmans, des immigrants. Donc, et bien sûr, il a parlé de ces nazis à Charlottesville comme de gens très bien. Et ensuite, bien sûr, il a dit que les Proud Boys qu'ils devraient donc défendre la loi et l'ordre. Bien sûr, ensuite, il fait machine arrière le lendemain. Même chose pour Charlottesville. Alors, ils font des signaux donc à ces groupes d'extrême droite, ces suprémacistes, et ensuite, bon, qu'ils font deux pas en arrière parce que cela leur fait aussi une mauvaise publicité, mais ils ont joué à ça maintenant pendant 4 ans. Et si vous dites, par exemple, que le président est un suprémaciste blanc et qu'il est raciste, les gens, non, s'en indignent. Ils sont insultés si vous dites que lui et ses partisans sont racistes, mais ces choses-là se font ouvertement, mais ils disent quelque chose et ensuite ils reviennent en arrière. Mais pendant combien de fois pouvez-vous faire cela? Et pensez que les gens vont vous prendre au sérieux. Alors, ce sera certainement très difficile de revenir pour corriger tout cela, même s'il n'est plus en fonction. J'aimerais revenir à ce que nous avons évoqué, la question de la désinformation. Il y a une étude qui a été publiée il y a quelques jours qui vient de l'université Cornell qui dit que Donald Trump est probablement la principale cause de désinformation sur la COVID-19. Alors, est-ce que ça n'est pas une source de méfiance à l'égard du gouvernement et des médias? Et qu'est-ce que la pandémie a changé par rapport au débat sur les politiques publiques? Ah, la question de la confiance, c'est délicat. Alors, il y a toute une rhétorique des partisans de Trump qui se présentent eux-mêmes comme hostiles au gouvernement, hostiles aux médias, contre l'establishment et contre l'État profond. Donc, c'est cette rhétorique du complot. Il est important de bien voir. Quand je dis que c'est une rhétorique du faux, ils ne veulent ils ne veulent pas vraiment dire ne faites pas confiance au gouvernement. Ils veulent dire ne faites pas confiance à quiconque ne pense pas comme nous, quiconque n'est pas donc de droite. Alors, vous pouvez faire confiance à Rush Limbaugh et à Fox News, mais en fait, c'est un jeu qui dure maintenant depuis plusieurs années, même depuis des décennies, donc chez la droite américaine. Alors, ils utilisent le langage des dissidents, mais ils n'y croient pas vraiment. Ce que nous avons vu régulièrement dans la rhétorique de Trump, et on peut parler d'une rhétorique de l'élimination.
C'est un livre qui a été écrit par un journaliste, David Bork, il y a plusieurs années, et il avait vu venir cette culture autoritaire qui se diffusait aux États-Unis. Et cette rhétorique de l'élimination donc a été déployée quand Trump a fait des tweets en grande quantité en accusant de trahison Obama, Biden et Hillary Clinton. Donc, ils devraient être accusés de trahison et il faudrait que le procureur général Barr donc les arrête. Et en fait, ici, donc, c'est simplement donc le procureur général, bien sûr, qui va ignorer ce que Donald Trump vient de dire, mais c'est quand même une situation dangereuse parce qu'il n'y a plus qu'une personne donc qui vous protège d'une situation où quelqu'un prendrait cette rhétorique de Trump au sérieux et qui y donnerait suite. Alors là, on n'est plus au niveau d'une rhétorique fasciste. Nous passons dans un État fasciste, vraiment. Et pour revenir à votre question, il faut bien distinguer entre la rhétorique de ce manque de confiance et le fait que cette administration exige une obéissance aveugle et qu'elle est disposée à écraser toute forme d'opposition. Alors, en fait, il y a eu une étude de David Smith, un sociologue, qui a souligné que les valeurs autoritaires sont l'un des meilleurs prédicteurs de l'appui à Donald Trump. Alors, ils ont demandé aux Américains s'ils étaient d'accord avec certains énoncés autoritaires et c'était ce qui avait la meilleure corrélation avec un appui à Trump. Si les gens disent que notre pays sera un grand pays si nous respectons les valeurs de nos prédécesseurs, si les autorités nous disent quoi faire et si nous débarrassons des pommes pourries qui protestent. Et ce dont notre pays a vraiment besoin, disent-ils, c'est d'un leader fort et déterminé qui va écraser les protestataires et nous ramener à la grandeur. Alors, c'est une rhétorique fasciste. Ce n'est pas de la méfiance. Au fond, au contraire, c'est exiger l'obéissance aveugle. Il y a des années que nous avons ça maintenant avec le Trumpisme. Alors, moi, je viens d'un pays qui a eu un régime dictatorial pendant une trentaine d'années. Alors, c'est seulement l'année dernière qu'il a été renversé, mais comme je sais ce qu'est le régime autoritaire et le fascisme, et en écoutant ce que vous dites à propos de la façon dont pensent les gens, mais écoutez, effectivement, c'est le contraire, c'est pas ce que les gens disent. Et c'est un indice très dangereux. Des gens qui n'ont pas fait l'expérience de ce qu'est un régime autoritaire, mais qui s'imaginent des choses. Ouais. Alors, nous allons sans doute revenir sur le fascisme, mais j'aimerais parler maintenant du mouvement progressiste. Pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé avec ces soulèvements qui se sont formés pendant les années 30? Comment ces mouvements ont-ils évolué? Quelle est la dynamique actuelle de ces mouvements et quel impact est-ce qu'ils ont sur la politique américaine? Quand le mouvement MeToo, par exemple, et des autres. Alors là, on change de sujet. Mais écoutez, moi, je veux faire de publicité. J'ai ici un livre, Rebellion in America. Alors, écoutez, je n'ai pas honte de faire de publicité. Écoutez, c'est gratuit. C'est gratuit. Alors, vous pouvez aller en ligne. C'est publié par Routledge, mais les éditeurs sont Taylor et Francis. Et vous pouvez faire une recherche si vous dites que vous faites de la recherche universitaire pour soutenir. Donc, c'est Scholarship Supporting the Fight Against Racism and Inequality. Donc, eh bien, ils ont des ressources qu'ils mettent à votre disposition pour le genre de conversation que nous avons ici. Et ce livre est tout à fait gratuit. Il y en a plusieurs autres comme ça, donc aux mêmes conditions.
et il donne des ressources aux gens pour comprendre ce qu'est le racisme structurel et les mouvements sociaux qui le combattent et pour la justice sociale et la démocratie. Donc, vous pouvez le lire gratuitement en ligne. Je vais d'abord signaler cela avant de parler du contenu de ce livre. Mais pour expliquer aux gens ce que je fais dans cette recherche, c'est que je fais de l'histoire politique moderne pour montrer comment les manifestations, les protestations sont redevenues un mouvement dominant. Ben, on pourrait dire qu'ils l'ont été dans les années 60 et 70 avec le mouvement contre la guerre au Vietnam, le mouvement pour les droits civiques, les droits des lesbiennes, par exemple, des gays, mais c'est revenu dans les années 2010. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les personnes qui croient qu'on peut redonner un pouvoir aux citoyens, au processus démocratique. Les gens qui sont insatisfaits du statu quo peuvent se regrouper et avoir vraiment un impact. Et le livre examine les mouvements sociaux et étudie leur histoire. Il rappelle donc les protestations de Madison en 2011 et il voulait stopper donc la négociation des conventions collectives. On parle de Occupy Wall Street. On voit la lutte pour le salaire minimum à 15 dollars dans les années 2010. On examine le mouvement Black Lives Matter dans les années 2010. Donc, il y a plusieurs épisodes ici. Donc, les protestations à Ferguson et à Baltimore, entre autres, les protestations anti-Trump de la fin de 2016 et qui aboutissent au hashtag MeToo et au mouvement MeToo, dirais-je. Et ce que ce livre fait, ben, j'espère qu'il le fait, c'est de donner un peu d'espoir aux gens, parce que si vous regardez ces différents mouvements, vous voyez qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Premièrement, quand il y a assez de gens qui sont en colère face à une injustice ou ce qu'ils perçoivent pour une injustice, ils se regroupent et bâtissent un mouvement de protestation. Et ce que ces gens ont pu faire, c'est qu'ils ont pu retenir l'attention des grands médias pour leur cause. Et ce n'est pas facile à faire. Je pourrais vous en parler d'expérience. J'ai travaillé pendant 20 ans dans différents mouvements sociaux, donc contre la guerre, pour le climat, pour la justice sociale, contre le racisme, etc. Et c'est dur. Et si vous avez assez de gens qui se réunissent, ça devient possible et les médias ne peuvent plus l'ignorer. Nous montrons comment la presse réagit à la croissance de ces mouvements. Et ce qui arrive, c'est que vous voyez de plus en plus d'appui populaire pour ces mouvements. Et cela vient du fait que les gens voient ces mouvements dans les médias et les gens qui consomment ces médias commencent à appuyer les mouvements parce qu'ils ont été exposés à leur message. Et vous en arrivez à une masse critique et nous y sommes. Nous n'avons pas passé ce point parce que l'administration Trump est toujours au pouvoir. Mais nous sommes au point où s'il était renversé, donc il y aurait un véritable changement. Le Parti démocrate a adopté en principe donc la politique de salaire minimum à 15 dollars. Nous entendons un candidat démocrate à la présidence parler de police communautaire et de racisme structurel. Et c'est là que la campagne de Bernie Sanders a aidé à amener le Parti démocrate à étudier donc et appuyer ces mouvements comme le Green New Deal et l'action pour le climat, même si Biden lui-même n'est pas personnellement favorable. Et je pense qu'une des grandes leçons de ce livre, c'est que nous en sommes maintenant au point où le système politique américain est tellement dysfonctionnel entre le Congrès, les tribunaux et le président qu'on en est au point où ces mouvements sociaux sont maintenant la grande voie à travers laquelle les changements démocratiques vont se faire. C'est eux qui vont ouvrir la voie pour développer un appui massif pour obliger le système politique à évoluer. Je ne sais pas comment ça va finir tout ça,
sommes encore engagés dans ce processus, mais il y a beaucoup d'indices qui montrent que ces mouvements donc, sont solidement enracinés. Merci et merci d'avoir parlé donc de ces signes d'espoir. Important donc de voir ces signes d'espoir avec toute la négativité qui se passe. Non, il y a un véritable espoir. Alors nous allons prendre une pause de 5 minutes à ce moment-ci et nous reprendrons après cette pause de 5 minutes.
Hello, everyone. Welcome back. I would like to actually Merci d'être de retour. J'aimerais rappeler à tout le monde que nous aurons une période de questions. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Nous avons une dernière question pour vous, Anthony, et nous passerons ensuite à la période de questions du public. Alors, j'aimerais vous poser une dernière question. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la base de Trump? Qu'est-ce que ce populisme de droite? Quelles sont leurs exigences? Qu'est-ce qui mobilise la base de Trump? C'est une question très importante et nous en traitons dans le livre Rebellion in America. Ce que j'ai tenté de faire dans le livre, c'est une recherche, enfin aussi complète que possible, non seulement des autres études qui ont été faites, mais j'ai aussi repris mes analyses des grands sondages, pourquoi les gens disent qu'ils aiment Donald Trump, quel genre de convictions et de données démographiques. Et il y a une information assez faussée là-dessus. Plusieurs journalistes et plusieurs universitaires voient la base de Trump chez des pauvres travailleurs blancs qui sont frustrés par la mondialisation, le néolibéralisme. Et ça n'est pas vraiment fondé. J'ai examiné des dizaines et des dizaines de sondages et de mesures économiques des partisans de Trump. Il n'y a rien qui prouve que ce soit des gens qui soient dans une situation d'insécurité financière. Alors, peut-être pourriez-vous parler un peu plus lentement. Alors, l'idée, pour simplifier, c'est qu'il n'y a pas de preuve que l'insécurité économique est le facteur fondamental de l'appui à Trump. Ce qui semble être plutôt le cas, c'est que constamment, c'est ce que j'appellerais des croyances réactionnaires, qu'elles soient culturelles ou sociales, c'est le meilleur prédicteur de l'appui à Trump. Ce que je veux dire par là, c'est que des gens qui disent que l'Amérique devrait accepter moins d'immigrants, que l'Amérique devient trop diversifiée sur le plan ethnique et culturel, qu'on devrait limiter le nombre de musulmans qui entrent au pays, qu'ils représentent une menace, qu'on ne veut pas recevoir de réfugiés du Moyen-Orient aux États-Unis. Par exemple, les politiques pro-vie, le droit du port d'armes sans limite. Ce sont des prédicteurs très forts de l'appui à Trump, ce que vous voyez constamment. Ce sont donc les suspects habituels de la politique républicaine qui, depuis des années maintenant, sont motivés par des politiques sociales réactionnaires et leur programme est très clair. Alors, ils n'aiment pas le fait que le pays devienne plus diversifié à cause de l'immigration. Ils veulent stopper cela dans la mesure du possible et ils veulent que les personnes de couleur, les immigrants et les gens qui ne sont pas blancs et conservateurs, ils veulent que ces gens-là aient un statut minoritaire et subordonné. Alors, ça n'est pas l'évolution que la démographie annonce. Dans les années 2050, nous serons un pays où les minorités seront devenues la majorité. Alors, ils sont très sensibles au message de Donald Trump. Ça, je pense que c'est le premier facteur qui soutient le soutien à Trump, parce qu'il y a une certaine désinformation là-dessus, une façon erronée de caractériser ce mouvement. Merci, merci beaucoup, Anthony, d'avoir précisé cela. Et je rappelle à tout le monde le lien pour le livre d'Anthony. Donc, il est maintenant publié dans la boîte chat. Donc, alors, certainement, je me prépare à lire ce livre. Alors, nous en sommes maintenant à la période de questions et je vous transmets maintenant des questions que les auditeurs nous ont envoyées.
Peu après l'élection de Trump, dit la question, il y a eu de grandes marches et de grandes protestations des femmes, même ici à Montréal. Alors, qu'est-ce qui est devenu cette mobilisation aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut avoir un rôle à jouer dans les élections? Ah, c'est une question intéressante. C'est la question de savoir comment faire le lien entre les protestations sociales avec les résultats électoraux. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que moi, je n'ai pas vu de données. Parce que, bon, les gens, parce qu'ils sont allés protester, est-ce que ces gens-là sont susceptibles d'aller voter et de voter contre Trump? Et la façon dont j'aborde cette question, comme les mouvements sociaux, je replace ça dans un contexte plus large. Ces protestations font partie d'un mouvement beaucoup plus large anti-Trump. C'est l'aspect le plus visible de ce mouvement. Et ça fait partie d'un processus qui fait que depuis 4 ans, les gens se sont de plus en plus mobilisés, sont galvanisés, et ça attire l'attention sur les injustices liées à cette administration. Donc, ça fait partie d'un dialogue, d'une conversation beaucoup plus large. Et si nous parlons dans ces termes beaucoup plus globaux, on peut parler de ces protestations comme ayant une certaine efficacité. Les données des sondages disent que les gens qui ont participé à des manifestations anti-Trump ont tendance à être très progressistes, libéraux, mais nous savons aussi que ce n'est pas seulement ces gens-là. Ces idées rejoignent des gens qui sont beaucoup plus modérés, beaucoup plus centristes ou indépendants face aux partis politiques qui participent aussi à cette vaste conversation qui se mobilise contre Trump. Donc, en un sens, on peut dire, oui, qu'on peut dire que les manifestations anti-Trump jouent un rôle important dans l'effort de résistance. Alors, voici ce que dit cette question. Trump n'est pas le seul de son genre dans notre monde. Lorsqu'il s'agit de gouverner, vous avez Modi, Duterte, Erdogan, Bolsonaro dans les pays de l'hémisphère sud, et vous avez des dirigeants néolibéraux de droite en Europe. Est-ce qu'il y a là un mouvement mondial comme le mouvement fasciste dans les années 30? La réponse la plus simple serait de dire oui. Alors, vous avez Nigel Farage et Boris Johnson. Donc, alors, leur élection s'est appuyée sur un mouvement anti-immigration. Les gens qui sont en faveur du Brexit au Royaume-Uni étaient souvent inspirés par leur hostilité aux immigrants. Vous avez Marine Le Pen en France. Et première réponse simple serait de dire oui, mais j'ajouterais une nuance. C'est un phénomène mondial, oui, mais les États-Unis sont peut-être des pires cas. Parce que dans d'autres pays, comme en France, par exemple, eh bien, Marine Le Pen a été défaite, elle n'a pas pris le pouvoir. Mais aux États-Unis, Donald Trump est arrivé donc à contrôler le système politique et même à contrôler le Parti républicain depuis 4 ans. Donc, les États-Unis sont probablement un des cas les plus graves. Ce n'est pas le seul, mais c'est certainement un des pires. Nous avons ici une troisième question. Est-ce que le Parti démocrate peut changer profondément? Est-ce qu'on peut espérer que la campagne de Bernie Sanders va déboucher sur des résultats? Et apparemment, donc, cette tendance a fait surtout des gains au niveau des États. Est-ce qu'il y a là une tendance importante? Je pense qu'il faut distinguer entre le programme officiel du parti et l'action. Parce qu'on sait que dans les programmes, dans les plateformes des partis et dans la rhétorique des démocrates néolibéraux, ça a changé un peu parce que Joe Biden et Hillary Clinton ont commencé à parler donc des
d'action sur les changements climatiques. Alors, Hillary Clinton a modulé son accord aux accords de libre-échange. Nous savons que Bernie Sanders a réussi à faire accepter donc son idée du salaire minimum à 15 $. Donc, Andrew Angu, il a eu assez de succès pour promouvoir donc le revenu de base aux États-Unis. Alors, on a vu déjà dans le passé le Parti démocrate évoluer. Ça a été le cas avec le New Deal sous Franklin Delano Roosevelt, bien sûr avec Johnson dans les années 60 avec la lutte contre la pauvreté. Il y a donc des précédents historiques où le Parti démocrate a subi suffisamment de pression de la base pour évoluer. Il y a eu les mouvements des droits civiques et le mouvement syndical dans les années 30 qui les ont amenés à changer. Mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. D'après ce que nous avons vu dans les primaires démocrates, alors Bernie Sanders n'a jamais pu dépasser le tiers donc, des délégués. Alors, vous avez les candidats comme Buttigieg, Kamala Harris et Biden ont décidé de s'unir, en fait, et bon, pour faire front contre Sanders. Ce que cela montre, c'est qu'il y a encore un élément très fort du parti qui est plutôt centriste, néolibéral. Mais quand même, il y a un combat. Donc, vous avez une aile, l'aile de Bernie Sanders, donc, qui répond aux mouvements sociaux. Et Bernie l'a dit très clairement. Donc, dans le combat donc, pour les 15 $, alors, non seulement avant qu'il se présente comme candidat, mais après, donc il a été intervenu aussi dans les protestations de Madison et dans le Occupy Wall Street. Alors, il y a certainement au moins une tension, un conflit, donc je ne vais pas parler de guerre, mais ce qui arrivera dépendra du niveau de militance et du niveau de pression qui sera exercé sur le Parti démocrate, parce que malheureusement, moi, donc j'ai longtemps appuyé les candidats du Parti vert, mais la façon dont fonctionne le système électoral aux États-Unis, les règles du jeu jouent contre les tiers partis. Alors, le Parti vert essaie depuis des années de se faire une place, de s'imposer dans le discours dominant, mais ils n'y sont pas arrivés parce que le système est fait pour éliminer les tiers partis. Alors, des gens comme Bernie Sanders a toujours été un indépendant, mais il a compris qu'il devait se présenter comme démocrate justement pour avoir une influence sur le plan politique. Alors, c'est un peu là que j'en suis. Moi, je ne me considère pas donc un homme de parti, mais je comprends que les élections et les partis sont importants, mais j'essaie plutôt de comprendre ce qui se passe dans la rue, le sens des manifestations. Et généralement, les partis doivent répondre quand la mobilisation est assez forte à la base. Alors moi, je mets l'accent sur ce qui se passe. Je dirais que ce qui se passe dans les mouvements sociaux représente 80% de la vie et les partis 10 à 20%. Alors, merci à toutes les personnes qui ont envoyé des questions. Nous avons une autre question qui c'est inquiétant de voir Obama et Biden parler de l'érosion de la démocratie et de la montée du fascisme à travers l'administration Trump. Mais à quoi ressembleront les 4 prochaines années aux États-Unis si le populisme donc verse dans le fascisme et si Trump reste au pouvoir? Non, je ne pense pas que Trump puisse rester au pouvoir. Il a maintenant donc un retard de 10 points. S'il reste au pouvoir, c'est parce on aura réussi à éliminer beaucoup de votes. On aura découragé les gens d'aller voter ou parce qu'on permettra donc à l'occasion à des États ou à la Cour suprême donc de lui donner des votes. Alors, à ce moment-là, on est au-delà des trucs. Là, c'est simplement une prise de pouvoir d'un régime autoritaire. Mais
les gens vraiment qui aiment la démocratie, qui ne veulent pas de dictature, eh bien, vont devoir intervenir et dire ça suffit. Alors, on pourrait penser donc à une grève nationale. Les gens vont, c'est peut-être si jamais il réussit à utiliser quelques manigances pour se maintenir au pouvoir, il faudra que la résistance s'organise. J'espère bien que ça n'arrivera pas, mais je suis réaliste et c'est quand même possible. Et il refusera sans doute de quitter le pouvoir et s'il refuse, il faudra certainement faire pression pour qu'il parte. Parce qu'il semble bien devoir perdre cette élection. C'est ce qui semble le plus probable si on voit les sondages. Alors, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une guerre civile aux États-Unis si Trump l'emportait le 3 novembre ou s'il ne gagnait pas, mais qu'il refusait de quitter le pouvoir? C'est possible. J'ai vu un reportage sur la façon dont il y avait des groupes fascistes au Michigan qui avaient un complot pour enlever la gouverneure et le FBI donc est intervenu pour éteindre ce complot. Mais le véritable danger aux États-Unis, c'est pas tellement donc que les miliciens puissent prendre le contrôle face aux policiers et aux militaires. Mais le problème, c'est que vous avez beaucoup de policiers aux États-Unis qui ne sont pas simplement conservateurs, mais qui sont vraiment de droite et qui ferment les yeux sur l'activité de ces miliciens, donc comme Kyle Rittenhouse dans le Wisconsin, donc qui a tiré quelqu'un dans le dos et qui a dit qu'il faisait le travail des policiers et les policiers l'ont encouragé. Donc, le grand problème, ce n'est pas que Donald Trump dise aux militaires d'écraser les manifestations dans les villes, mais il a essayé de le faire, mais l'armée, d'ailleurs, a eu le mérite de dire non, non, on n'est pas là pour ça. Et nous n'allons pas aller écraser des manifestants pacifiques pour flatter votre ego et votre pouvoir. Non, ça n'est pas ce qui va arriver aux États-Unis. Le vrai danger aux États-Unis, c'est qu'il va continuer d'utiliser donc Twitter, par exemple, pour inciter vaguement les gens à dire des choses. Donc, prenez les choses en main, disait-il hier. Il y a assez de gens là qui sont des réactionnaires d'extrême droite, néofascistes. Vous savez, bon, 10% des Américains disent c'est bien d'être nazi. Donc, dans les sondages, ouvertement, ils le disent. Et 20% des partisans de Trump disent que c'est acceptable d'utiliser la violence pour imposer votre volonté. Alors, donc, si vous avez donc 10 sur 100 de ces personnes-là qui sont prêts à prendre les armes pour abattre des gens dans la rue, vous pouvez avoir une véritable violence qui pourrait tomber dans une sorte de conflit tribal. Et c'est ça le vrai danger. Donc, vous avez donc des tireurs dont on dit au départ donc ils sont des cas isolés, mais en fait on découvre qu'après coup donc ils avaient des contacts avec différents sites web. Alors, Trump peut toujours les désavouer ensuite parce qu'il a toujours des façon de parler très générale, mais quand il dit aux Proud Boys, donc l'idée de défendre la loi et l'ordre, même s'il se reprend ensuite, il suffit qu'il le prenne au mot et ça pourrait provoquer des, violences. Et quand on parle de si la police ne réprime pas, ne prenne pas au sérieux ces menaces qui viennent du néofascisme, là, il y a un risque. Merci. Il nous reste 2 questions, mais il y en a une à laquelle vous avez déjà répondu à propos du fait que Trump quitte la Maison-Blanche, mais je vais vous lire la dernière question. Quelqu'un demande, est-ce que vous pensez que Trump a vraiment la COVID-19? Est-ce que nous avons la preuve?
et l'autre est à propos de la mort de Ruth Bader Ginsburg. Quelles sont les conséquences de la mort de cette juge? Très rapidement, à propos de la Cour suprême, c'est très important. Donc, on parle d'une autre juge. On essaie de précipiter sa nomination. Ça sera des conséquences non seulement pour la façon dont les Américains vont parler de la politique, mais bon, il y a l'avortement, mais il y a beaucoup d'autres choses ici. On parle donc d'une Cour suprême qui sera très conservatrice si cette candidate est nommée. Cela va appuyer le pouvoir des grandes sociétés, donc contre le syndicalisme ou ce qui en reste. Donc, ça sera important à toutes sortes de niveaux, cette nomination. Je ne sais pas si le Parti démocrate peut bloquer cela, parce que si certains sénateurs donc, peuvent voter virtuellement parce qu'ils ont la COVID, là, le Parti démocrate ne pourra pas faire grand-chose. Mais effectivement, ça n'est pas très prometteur. Pour ce qui est de Donald Trump et de la COVID, moi, je n'ai aucun doute qu'il a été vraiment malade. Quand on l'a vu gravir les marches à la Maison-Blanche, donc pour sa photo, donc on voyait qu'il avait le souffle court. Alors lui, il aime projeter une image de force et d'assurance. Une chose que nous savons de l'administration Trump, c'est qu'ils ont autant de fuites que le Titanic. C'est une administration donc où il y a des tas de gens qui se donnent des coups dans le dos et qui font fuir toutes sortes d'informations. Et c'est comme ça qu'on finit par savoir comment ça fonctionne, à quel point l'administration en fait est dysfonctionnelle. Alors, on sait qu'on a dû donc lui appliquer un médicament expérimental à base d'anticorps. Donc, on a dû lui administrer de l'oxygène, on a dû lui donner des stéroïdes, un régime à base de vitamine D et d'autres médicaments. Alors, et Donald Trump ne voulait pas aller à l'hôpital, d'après ce qu'on a vu. Donc, il s'y opposait parce que ça donnerait l'impression qu'il était faible et stupide parce qu'il n'avait jamais pris le coronavirus au sérieux. Et donc, comme je l'ai dit au début, donc, il a certainement perdu des points par son comportement. Il est passé de 7 à 8 points de retard à 10 points de retard. C'est certainement très gênant pour lui et il n'aurait pas voulu que ça arrive parce que cela est le contraire du personnage qu'il espère projeter. Donc, moi, je suis certain qu'il a été malade et nous verrons bien ce qui va arriver. Herman Cain, donc, qui a eu la COVID et a dit pendant un mois qu'il allait mieux et il est décédé. Donc, il n'est pas tiré d'affaire, donc, comme on l'a dit plusieurs fois. Donc, surtout qu'il a, il a certaines comorbidités qui peuvent aggraver ce coronavirus et même mettre sa vie en danger. Eh bien, ceci conclut le webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Anthony pour cette communication très informative. Merci à tout le monde qui nous a suivis aujourd'hui. C'est le premier de 4 webinaires. Je vous invite à participer au prochain. Le prochain sera le 17 octobre et parlera de la confrontation entre la Chine et les États-Unis. Ensuite, le 22 octobre, nous demanderons pourquoi l'aile droite attire les travailleurs et le dernier sera le 14 novembre, donc après qu'on aura les résultats de l'élection américaine et nous examinerons l'avenir du mouvement progressiste. Vous aurez plus d'informations sur la page web d'Alternative et de nos partenaires et vérifiez donc le nouvel article d'Anthony dans Counter Punch qui va paraître demain. Merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, dit Anthony.